Bonjour à tous et à toutes. Donc, d'abord, merci de m'avoir invitée. Merci Magali Briane, d'abord, parce qu'on collabore au quotidien sur plein de sujets. Donc, merci Magali. Merci à Catherine Cornibert aussi, avec qui on a une histoire un peu longue maintenant, que je vois là-haut et qui me fait des grands signes. Merci Catherine aussi. Et puis, merci à Eric Henry, parce que aussi, c'est une histoire de longue date depuis qu'on a ouvert notre premier établissement SPS. Voilà. Donc, je vais vous parler. Alors, d'abord, je me présente. Donc, Odile Agopian, je suis docteur de formation. J'ai fait essentiellement de la médecine d'urgence et puis après, j'ai fait une formation complémentaire en management. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je dirige les 37 établissements de santé mentale et d'addicto du groupe Ramsay Santé. Donc Ramsay Santé, on l'a dit, premier opérateur sanitaire en France, mais le groupe Ramsay, c'est pas uniquement la France, puisque Ramsay Santé, c'est aussi les pays nordiques avec le Danemark, la Suède, la Norvège, et puis un établissement en Italie sur lequel nous sommes en cogestion. On va quand même se focaliser un peu sur la France parce que c'est plus proche de nous. Donc en France, le groupe, c'est 28 000 collaborateurs, c'est 7 000 praticiens et ce sont 130 établissements, essentiellement médecine, chirurgie obstétrique, mais aussi du soin de suite et de la réadaptation, et puis aussi de la santé mentale, qui est mon cœur de cible. Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce qu'on manque de temps. Donc, les constats qu'on partage et qu'on a partagés avec les intervenants, c'est, je crois, que ce qu'on appelle la grande démission, ça a touché aussi effectivement notre secteur sanitaire. On n'a pas été épargné. Aujourd'hui, en France, je lisais un petit peu les chiffres, ils sont affolants. On parle de 1 million de postes vacants dans notre pays, de 500 000 personnes qui ont quitté leur emploi au premier trimestre de l'année. C'est incroyable quand on entend ces chiffres, c'est juste incroyable. Et dans le secteur sanitaire, on n'a pas été épargné. Et dans nos établissements, on constate aujourd'hui effectivement de la pénurie, de la difficulté à recruter des professionnels, médecins, infirmières, voilà, tous les secteurs sont touchés. J'ai essayé de regarder les chiffres récents. Donc, j'ai comparé les 4 derniers mois là, de l'année avec les 4 derniers mois de la dernière année normale de notre vie de soignant, qui était l'année 2019, on va dire. Et aujourd'hui, il me manque encore 4% de mes effectifs. C'est-à-dire que 3-4 ans après, on est encore dans la difficulté pour recruter. Donc 4% de l'effectif, c'est pas beaucoup. En fait, c'est énorme parce qu'on était déjà sur des métiers un peu en tension. Et donc 4%, ça ne nous permet pas de fonctionner normalement. Les mois de juillet-août ont été extrêmement compliqués pour nous cette année, avec des établissements qui ont fermé des salles opératoires. Et on a envie de dire, il y a peut-être une embellie qui se profile parce que le mois d'octobre, on n'est plus qu'à moins 2% de nos effectifs normatifs, ce qui veut dire que peut-être on est en train de retrouver ou de pouvoir retrouver une activité normale, ce qui est extrêmement satisfaisant. Autant vous dire qu'on regarde et qu'on compte tous les jours où on en est parce que voilà, la ressource soignante, elle est fondamentale pour nous, évidemment. Quand je dis soignante, c'est vraiment au sens large. Ce qui est assez étonnant à observer, c'est que c'est extrêmement région dépendant. Il y a des régions dans lesquelles on n'a pas de difficulté finalement à recruter, à attirer, à fidéliser. Et il y a des régions où on est dans des situations extrêmement complexes. Et c'est vraiment lié à la région, c'est pas lié à un établissement. Il y a des régions en tension et des régions qui sont moins en tension. Je pense que vous êtes extrêmement chanceux si vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Il y a des endroits, je pense à la région de Toulouse, où c'est extrêmement compliqué aujourd'hui à Toulouse. Marseille est un peu dans le dur. Enfin voilà, on a des disparités régionales qu'on a un peu de mal à expliquer quand même. Mais si le Nord est attractif, c'est une vraie bonne nouvelle, moi je trouve. Voilà. Alors on va essayer de parler un peu de solutions. Je crois qu'au niveau du groupe, les solutions, elles sont à deux niveaux. Il y a une responsabilité du siège et du niveau central que d'ouvrir des dispositifs, que de mettre à disposition un cadre pour que les établissements puissent se saisir de différents dispositifs. Et je vous parlerai de ce qui a été mis en place au niveau central. Et je crois avant tout que le management, c'est quelque chose de local. Donc pour moi, le siège a un devoir d'ouvrir les esprits, de dire tout ce qui est possible, de mettre un peu de cadre pour qu'il y ait une harmonie au niveau de nos établissements. Et pour autant, c'est à chaque directeur d'établissement, à chaque directrice de soins, à chaque manager, à chaque leader que de se poser la question de qu'est-ce qui est pertinent dans mon établissement compte tenu de ma situation géographique, de mes problématiques soignantes et de chacun de mes salariés pour aller piquer la bonne réponse et mettre en place le dispositif adapté. Je ne crois pas du tout à la réponse universelle dans mes établissements. Ils sont extrêmement différents les uns des autres, ils ont des cultures différentes et on a besoin de répondre spécifiquement à chacun de nos établissements. Je vous donnerai des exemples. Après, évidemment, on travaille aussi sur la substitution, on l'a dit, je crois. C'est important pour nous de se dire qu'on va centrer les soignants sur ce qu'ils savent bien faire, sur ce qu'ils ont envie de faire, pour essayer de les garder, évidemment, c'est la ressource rare, et essayer de développer des métiers de substitution parce que c'est possible dans nos établissements. Il faut être agile, il faut être malin, mais c'est faisable.
C'est plus facile peut-être dans le métier de la santé mentale que dans des métiers très, très techniques comme la chirurgie, on va dire, mais il faut y penser à chaque fois. Et puis, il faut être acteur de la formation parce que plus il y aura de professionnels formés et moins on sera collectivement en difficulté. Dans tous les cas, on doit retenir notre personnel présent, on doit essayer d'attirer les talents qui ne sont pas encore présents chez nous et avant de vous détailler un peu les dispositifs, je parle 2 secondes du sujet de la rémunération parce qu'on ne va pas occulter le sujet de la rémunération, ça serait un peu facile. Quand on interroge les gens dans la vraie vie, sa rémunération, c'est quand même le sujet numéro un qui revient, de façon différente selon les personnes, mais la rémunération, c'est fondamental dans notre métier. Et donc, je crois qu'il faut, le gouvernement nous a beaucoup accompagnés, secteur public, secteur privé, au cours des derniers mois, avec les plans Ségur, pour essayer de mettre en valeur nos métiers et de rattraper probablement des écarts de rémunération qu'on avait laissé se creuser, parce que les soignants, ils sont investis, ils sont gentils, ils râlent pas beaucoup, ils râlent pas assez et finalement, on a eu probablement des rémunérations qui étaient en décrochage par rapport à ce qu'on aurait dû proposer. Donc on a été aidés. Je pense que le parcours n'est pas fini. Il y a encore plein de choses à faire. La refonte des classifications, les augmentations du SMIC. Voilà, on a encore des salariés qui sont un peu dans la difficulté chez nous. Donc, il faut être vigilant au niveau de chacun des établissements. Et moi, je le dis à mes managers, évidemment, vous appliquez la règle de droit, mais ça ne suffira jamais. Donc, vous devez aussi aller mettre en place des mesures attractives, des mesures intelligentes, adaptées pour fidéliser, pour attirer les collaborateurs et puis aussi être vigilant à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, dans les bassins de population, les rémunérations ne sont pas toutes au même niveau. Paris, c'est un vrai sujet pour les petits salaires, hein. Une infirmière se loger à Paris, un peu compliqué des fois dans la vraie vie. Et donc, il faut être malin et il faut être en adéquation avec ce qui se passe dans sa région. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'a fait le groupe au niveau national? Nous nous sommes engagés dans une énorme réflexion avec nos partenaires sociaux et cet été, nous avons signé un accord QVCT au niveau national qui va encadrer et proposer plein de choses à tous nos établissements. Je ne vais pas vous détailler l'accord QVCT. Il y a une mesure phare qui est celle de mettre dans chacun des établissements un comité QVCT qui va être en charge de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, donc un par établissement. Et après, juste 4 dispositifs dont je vous parle parce qu'ils sont importants pour moi et je pense qu'ils sont importants pour mes équipes aussi. D'abord, on a mis à disposition une application digitale qui a été lancée la semaine dernière, parce que tout ça, ça prend un petit peu de temps, qui a vocation à accompagner nos salariés sur des sujets santé au sens large, le sommeil, le stress, l'alimentation, plein de choses, des questions auxquelles nos personnels ont envie de répondre au quotidien. On est quand même un acteur important du soin, et donc on met à disposition une appli qui leur permet d'être en compagnon de vie au quotidien. On a mis en place un dispositif de prévention contre le harcèlement moral, les comportements sexistes et le harcèlement sexuel. Et donc, c'est une formation ou une information, une sensibilisation qui va être déclinée auprès, évidemment, de tous les managers du groupe, mais aussi nos représentants du personnel, mais aussi nos responsables des ressources humaines. Et l'idée, c'est qu'il y ait un référent par établissement qui soit en charge de ces sujets. Énorme effort de déploiement au niveau de notre groupe. Nous avons mis en place un service d'écoute qui fonctionne remarquablement bien, un service de psychologue 7 jours sur 7, 24/24, qui répond de façon anonyme de façon anonyme pour nos personnels. Donc chacun de nos personnels est en capacité d'avoir une ligne téléphonique de réponse en cas de besoin, en cas de difficulté et nous sommes aujourd'hui le premier groupe, qui dispose de crèches en nombre, jamais suffisant, mais important sur le territoire et donc nous avons déjà, 25 crèches sur l'ensemble du territoire et nous allons encore déployer 20 de berceaux supplémentaires parce que c'est quelque chose de fondamental. On a une population, extrêmement féminine dans nos établissements. Le sujet de la garde des enfants, il est quand même, un peu prégnant au quotidien. Voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'accord QVT. Je vais aller très rapidement sur 2 autres sujets. Qu'est-ce qui se passe en local? En local, moi j'ai envie de dire pas de baguette magique. Chaque directeur d'établissement, chaque équipe de direction, chaque responsable des soins a à disposition tout cet arsenal d'outils, on va dire, mais ce que je crois avant tout, c'est que chacun d'entre eux doit être dans une position d'écoute bienveillante. Ce qui est important, c'est de se lever le matin en ayant envie d'aller au travail, en ayant envie d'aller travailler avec son équipe et en ayant envie de dire oui à son équipe et pas non. Ça veut dire que tous mes managers, parce qu'ils ont un rôle pivot, parce qu'ils ont un rôle de proximité, moi j'ai la chance d'avoir des établissements qui sont tout petits. Les établissements, ils ont 100 lits. C'est des microstructures en vrai dans le secteur sanitaire. Et donc, ça veut dire que
tous mes responsables, ils sont en capacité d'aller visiter l'établissement tous les matins, de monter même jusqu'au 4e étage s'il y a 4 étages, d'aller dire bonjour à l'ensemble du personnel et de pouvoir s'impliquer, être en réponse à chacune des questions, parce qu'on gère des gens, on gère des individus, on gère pas des numéros. On est avec des gens qui ont une vraie vie au quotidien, avec des difficultés au quotidien, et on a le droit d'avoir un petit coup de mou, et à ce moment-là, il faut être à l'écoute. Donc, sujet important. On a déployé, alors ça, c'est un petit héritage positif, on va dire, de la crise sanitaire. C'est que parce que nos personnels ont été quand même très, très sollicités, je ne parle même pas de la région parisienne, mais la région toulousaine aussi, il y a eu plein d'endroits où ça a été très compliqué pour eux. On a mis en place une formation qui s'appelle les managers vigie. Et chaque manager est formé pour déceler auprès de ses équipes des signes de faiblesse, de découragement, de fatigue, et de façon à pouvoir aller auprès de ses collaborateurs et signaler qu'il y a un petit souci et qu'il faut les prendre en charge au niveau psychologique. Nos établissements, effectivement, ben, il y a une petite désaffection pour le métier. Charge à nous de nous en occuper, et je crois que pour s'en occuper, nos salariés, nos collaborateurs, ils ont très envie de travailler en équipe, et il faut vraiment, s'appuyer sur le travail d'équipe. J'entendais il y a quelques jours une interview à la radio d'un professeur de médecine qui prenait sa garde à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Elle avait une garde de 12 heures, et elle est arrivée dans son service et elle dit: «Il y avait la moitié d'intérimaires et la moitié de personnel, en CDI». Et donc, elle a passé 12 heures à interroger les personnels en CDI en leur disant: «Mais pourquoi vous restez alors que la fille qui est juste à côté de vous, elle gagne le double?» Et en fait, la réponse a été unanime: «Moi, je travaille dans une équipe avec des gens que je connais et que j'ai envie de retrouver tous les matins». Et donc ça, c'est quelque chose de fort dans nos établissements, et la valorisation du travail en équipe, et de dire à chacun des collaborateurs qu'il est important dans son équipe. Moi, je ne peux pas remplacer Valérie par Simone, par Isabelle ou par Corinne. Valérie, elle est là parce qu'elle a un savoir-faire, qu'elle doit être à ce poste-là tous les matins. Et j'ai besoin de Valérie, j'ai pas besoin de n'importe qui d'autre, j'ai besoin d'elle, et ça, il faut le dire aux collaborateurs. Il faut les rendre fiers de ce qu'ils font, nos collaborateurs, et il y a de quoi l'être en plus. On offre aussi des évolutions de carrière, effectivement, pour nos salariés. Donc, on accompagne dans des parcours qui soient diplômants, infirmière de pratique avancée, des diplômes aussi de directeur d'établissement. On a fait plein de choses l'année dernière, je ne peux pas vous les citer parce que voilà, le groupe est grand, mais on accompagne beaucoup nos collaborateurs dans des parcours de professionnalisation. Et puis, parce qu'on a un grand groupe présent sur le territoire national, on a la chance aussi de pouvoir proposer de la mobilité géographique, c'est-à-dire qu'on a un salarié ou une salariée qui a envie de changer d'endroit pour de multiples raisons. On est en capacité de lui proposer de travailler dans un autre établissement du groupe. Et ça, c'est toujours un tout petit peu plus facile. Dernier petit sujet, l'attractivité. Donc, on tisse évidemment des liens très privilégiés avec les instituts de formation en soins infirmiers, aides-soignantes, mais aussi avec les facultés de médecine. On est stage d'accueil pour les internes en médecine. Donc, on essaye d'être partenaire des formations pour les soignants, médecins, directeurs, infirmières, voilà, tous les gens qui participent à la vie de nos établissements. On communique sur les réseaux sociaux. C'est important de montrer des portraits de professionnels, des belles histoires de vie dans nos établissements. Donc voilà, on participe sur les réseaux sociaux, on essaye d'inciter nos directeurs à faire des petits posts et des petites choses comme ça pour mettre en valeur la vie de leurs établissements. En ce moment, il y a une campagne en PACA qui s'appelle Clash tes stéréotypes. Ça a vocation à montrer à des jeunes étudiants dans les écoles, hein, encore des gamins, ce qu'on est capable de faire dans des établissements de soins. Et donc, on emmène des gosses de l'école dans des établissements de soins pour leur montrer ce qu'est un métier de soignant au quotidien, et qu'on essaie de leur expliquer que c'est pas juste changer des couches et faire des choses très compliquées, mais que ça peut être une multitude de choses dans lesquelles les gens prennent beaucoup de plaisir à travailler. On repense nos organisations évidemment tous les jours. On travaille sur les plannings. Il n'est pas question de changer le planning toute la journée. On a mis en place les 12 heures pour les gens qui ont envie d'avoir du temps libre. Il faut être malin. On peut avoir envie de ne pas travailler le week-end. Et bien à ce moment-là, il faut proposer des mutations vers les hôpitaux de jour qui sont fermés les week-ends. Voilà, je crois qu'il faut être à l'écoute de son personnel tout le temps. Les mesures financières d'incitation à la bienvenue, la prime de cooptation, voilà, tout ce que vous savez tous faire au quotidien, il faut expérimenter tous ces dispositifs. Et puis le groupe s'est engagé dans une stratégie RSE très forte, parce qu'aujourd'hui, ça parle beaucoup aux jeunes, la RSE, et donc il faut être capable de répondre aussi sur ces sujets-là. Donc la mise en place d'une stratégie RSE dans le groupe. Je finis juste, il n'y a pas de baguette magique, il y a plein d'outils, il faut être bienveillant, il faut être à l'écoute, il faut avoir envie de faire plaisir, il faut donner et prendre du plaisir dans son travail. Et je pense que quand on a fait ça, on a bien fait notre boulot.